un peu des, des schémas, en fait, d'intrigue, des schémas de narration avec des grands tâches, on dirait un peu les trucs de serial killer, là, quand les policiers recherchent les serial killers. Ça devient un peu tentaculaire. Mais voilà, je vais pas spécialement euh, écrire sur mon papier le récit. Je vais Mm. plutôt me parler à moi-même à travers le papier, en fait, comme un petit journal d'écriture, je vais dire. Pourquoi je suis bloquée, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, voilà. Et en fait, ça me débloque souvent au niveau de l'intrigue, au niveau du ton. Et à ce moment-là, je repasse sur ordi. Ouais, je comprends. Donc, je fais des allers-retours, en fait. Ouais, mais je pense, oui, je comprends tout à fait parce que c'est quelque chose que je fais aussi. Donc du coup, je pense qu'il y a ce côté griffonnage qu'on peut pas avoir avec Word et qui permet Ouais, de voilà de poser vite fait des trucs, de faire des flèches, de et c'est vrai que ça c'est pas quelque chose qui est alors à moins qu'on ait des outils comme les tablettes où on peut écrire et en même temps mm, taper tout ça. Bon, ça le permet, mais c'est vrai que si on est sur un ordi, ouais. euh, je comprends tout à fait, oui, cette volonté de retour au papier quand tu veux faire des petites notes, des petits dessins, des petits griffonnages, des petits machins, quoi. Qui deviennent des gros machins, ouais, ou quand hein, tu veux, mais. ouais, quand tu veux un peu. En fait, le truc, c'est que sur l'ordi, il y a un petit côté qui est complètement faux, hein, qui est que, voilà, moi, j'ai mon manuscrit sur mon ordi, euh, et, et c'est relativement propre, en fait. Hmm. C'est un document Word qui est relativement propre. Donc, si je veux m'amuser effectivement à peut-être commencer à voir, est-ce que je pourrais partir dans cette direction, ou est-ce que, voilà, tout le travail de réflexion, il est en dehors de ce document. Après, j'ai d'autres documents Word un peu euh, où j'écris les synopsis, où j'écris enfin, d'autres documents un peu de soutien. Mais, mais encore une fois, c'est quand même relativement propre. Le moment un peu de réflexion, les trucs où tu dis, peux jeter, en fait. Le papier, enfin, ce qui est psychologiquement pour moi intéressant, c'est que je me dis, voilà, c'est pas gravé dans du marbre, en fait. Hmm. Au pire, je raye, au pire, je jette. Enfin, voilà. Donc, c'est là où tu peux vraiment t'amuser, faire des erreurs, c'est pas grave. Euh, et alors que voilà, alors que mon document Word, pour le coup, il est relativement propre. C'est vraiment le récit pur, quoi. C'est pas des actes, des pistes, des tentatives, ce genre de choses. Ouais, non, ouais, je comprends tout à fait, effectivement. C'est, c'est beaucoup plus pratique. Et du coup, quand tu écris, ou en tout cas quand tu penses à une nouvelle histoire, tu commences par quoi? Est-ce que tu vas écrire un synopsis ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Oui, alors, en fait, il faut quand même distinguer les romans des nouvelles. Je le fais, quoique, bon, des fois, j'ai tendance un peu à faire pareil, mais en gros, moi, sur les nouvelles, généralement, quand j'ai l'idée, quand je sais aussi un peu la forme narrative que ça va prendre, si je veux faire un récit hum, seulement narratif ou avec des personnages, première personne au présent ou troisième personne au passé, enfin, voilà, quand j'ai un minimum juste choisi ça, je commence à écrire direct. Ok. Je commence à écrire direct sur une nouvelle, ouais, sur une nouvelle, je vais faire 2 pages, 3 pages Word. Souvent, ça correspond en fait à ce que j'ai comme temps de séance d'écriture. Donc, je vais faire 2, 3 pages de la nouvelle, du texte vraiment, direct. Après, je m'arrête. Et après, je passe au synopsis. Au synopsis Ouais, à partir de là, ouais. on va dire. Parce qu'en écrivant, j'ai eu les idées plus claires, en fait, et du ton, et du world building, et de l'arc narratif du personnage, et potentiellement de la fin. Donc, en fait, à ce moment-là, je m'arrête, et là, j'écris un synopsis en disant, il va se passer ci, il va se passer ça, il va se passer ci, jusqu'à la fin. Normalement, Hmm. jusqu'à la fin, plus ou moins. Et donc, à la séance d'écriture suivante, enfin, généralement, je continue directement l'écriture. Euh, et à un moment, je reviens sur ces 2, 3 premières pages qui ont déjà été écrites un peu de façon brute pour qu'elles correspondent mieux Hmm. à la direction qu'aura pris finalement l'histoire. Voilà. Mais pour moi, j'ai du mal à faire juste directement un synopsis si j'ai pas commencé à mettre un peu les mains dans le cambouis. Oui, je vois Je tout veux dire. à fait ce que tu veux dire. Non, mais Directement un ouais, parce que du coup, ça va débroussailler peu. un peu le truc, quoi. Ouais, je comprends.
Il y a une question de Souraki. Dans le carnet, tu es donc capable aussi de mélanger les scènes, de passer de l'une à l'autre, sans te tracasser que ce soit un gigantesque chaos. Ouais, voilà. Euh, non, non, en fait, les carnets, pour moi, c'est vraiment du déblocage de points spécifiques. Points d'intrigue, points de personnage, personnages secondaires, timeline, etc. Euh, donc après, si je veux faire si je veux avoir par exemple une structure complète, je vais le mettre au propre dans d'autres outils. Alors, par exemple, dans mon roman Symphonia, là, qui est sorti la semaine dernière au Bélial, c'est un roman avec 4 personnages. Donc, c'est un roman choral. Et on a ces 4 personnages qui, les chapitres se succèdent. Personnage 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est très, très structuré. Et ça, pour ça, moi, j'ai fait un tableau Excel. Ok. Excel, c'est la base pour moi, pour le coup. Donc, toute ma structure, qui est en fait un script, comment, un synopsis ou un script, enfin, ouais, toute la structure de chapitrage, en fait, Hmm. elle est sur Excel. Et dans les carnets, ou sur papier, ou sur post-it, ou sur le. Enfin, des fois, je prends des papiers tout petits, parce que je trouve que le papier tout petit, je sais pas, on est hyper penché dessus, on est hyper plongé dedans. Comme les fiches Bristol quand on était étudiant et qu'on révisait sur les fiches Bristol, en fait. Oui. Mais c'est vrai, elle a de la petite feuille, bizarrement, enfin, oblige à être vraiment le nez dedans. Euh, tout ce travail-là, ça va être sur des points spécifiques pour débloquer, etc. Mais j'ai pas de carnet avec de la première page à la dernière page, tout dans l'ordre, bien tranquille, quoi. C'est, c'est vraiment un peu le chaos dans mes papiers. Voilà, Le propre revient sur le tableau. le tableau Excel et le fichier Ouais, Word. et Après, le papier, c'est le chaos. exactement, voilà, exactement. Et même moi, après, pour m'y retrouver, des fois, je suis là, oh là là, mais où est-ce que j'avais mis ça des fois, parce que dans mon carnet, je feuillette et tout est voilà, un peu dans le désordre. Une fois, je parle d'une scène, une fois, c'était pour débloquer un personnage, une fois, c'était pour caractériser une époque, enfin, ou une technologie. Je prends des notes aussi, parce que je fais des recherches sur les technologies que j'utilise. Euh, donc, ouais, bon, des fois, je devrais faire un sommaire au début de mon carnet, parce que je fais pas du tout, parce que je suis pas non plus à ce niveau de bullet journal dans le style. Euh, mais voilà, ouais, c'est un peu les allers-retours que je fais entre du propre, du chaos, on va dire. Je comprends. Mais du coup, c'est intéressant parce que tu parles de personnages et ça, c'est une question intéressante. Du coup, quand tu écris, est-ce que tu vas commencer à travailler les personnages avant ou pas du tout ce travail-là, est-ce qu'il intervient à un moment chez toi ou genre, vas-y, t'es au feeling, quoi. En fait, c'est un peu, c'était comme je disais, je vais d'abord avoir une partie au feeling. Quand je commence à écrire un personnage, j'écris le personnage. Mhm. Voilà, je pose la question. Je le mets directement dans une scène, je le mets directement dans un dialogue parce qu'il se révèle en fait. Dans un dialogue, il se révèle dans une scène, il se révèle quand tu lui envoies des épreuves en pleine gueule et qui réagit ou pas. Donc c'est assez naturel, du coup c'est assez jardinier comme on dit là, Mhm. entre le jardinier et l'architecte. Donc assez naturel et ensuite je vais avoir le temps de OK, stop. Maintenant, je vais le poser à côté, donc dans un carnet ou autre, et je vais réécrire ce qu'on appelle un peu les fiches personnages. Alors, je fais pas la couleur de ses yeux, sa taille et tout ça, hein, et ses desserts préférés. Mais en gros, je vais reposer. Je vais faire, OK, apparemment, il me semble qu'elle prenne cette direction-là. Qu'elle soit plutôt du genre euh, extraverti, j'en sais rien. Pour mes personnages. Je pense à un personnage qui est plutôt très famille, très protectrice, etc., etc. Il me semble qu'elle prenne cette direction-là. Qu'est-ce qu'elle aurait d'autre pour que ce soit cohérent? D'où viendrait en fait? Pourquoi d'ailleurs serait-elle comme ça? Moi, si je l'ai écrit, c'est peut-être parce qu'inconsciemment, je le sais, inconsciemment, je lui ai déjà mis tout ça. Donc, je creuse en fait ce que inconsciemment, j'ai déjà pu la faire. Et puis, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour l'histoire en fait? Mhm. C'est la dièse personnage qui ça va vouloir dire pour l'histoire. Et donc, en fait, après, les deux se lient entre le personnage et l'histoire. Mais au début, il y a quand même. Les personnages, ils naissent d'abord dans l'action, dans l'écriture directe
de leur scène, en fait, même les personnages secondaires, hein, au Mm. final. Et, euh, et c'est après que je me pose pour dire, alors attention, voilà, là, t'as mis un personnage secondaire qui a l'air un peu taquin. Est-ce que je vais pas pouvoir l'utiliser? Parce que aussi la question de l'utilité des personnages secondaires. Est-ce que je vais pas pouvoir l'utiliser pour mettre un peu mon personnage principal face à ses contradictions, pour la pousser dans ses retranchements? Et dans ce cas-là, pourquoi? Et dans ce cas-là, comment elle réagira face à ça? Et donc, en fait, voilà, les personnages secondaires, par la personnalité que tu leur as un peu donnée au début, voilà, peuvent devenir des leviers, etc. Et dans l'autre sens, parce que c'est toujours des corrections, hein, et des questions d'essais et d'erreurs et de corrections, bah, il y a des personnages secondaires qui étaient là, et puis au fur et à mesure, que ce soit moi ou après avec mon éditrice, on s'est dit, bah, il apporte rien en fait. Un personnage secondaire qui soit là, qui soit mentionné, alors il fait des choses, il a une force de travail par exemple, donc il permet certaines choses, mais en soi, ni sa personnalité, ni ce qu'il dit va faire avancer le personnage, va faire avancer l'intrigue. Donc là, il y a la question, est-ce que je le garde? Est-ce que je le modifie pour lui donner... Voilà, est-ce qu'à ce moment-là, je dis, bah tiens, mon personnage principal, il aurait peut-être besoin à un moment d'être cruel, Mm. de montrer qu'il peut aussi être cruel. Et peut-être être cruel envers ce personnage secondaire. Tiens, donc lui, je vais le sacrifier un peu. Je vais un peu le sacrifier parce que j'ai besoin qu'il montre j'ai besoin de montrer quelque chose de mon personnage principal et je vais utiliser ce personnage secondaire pour le faire. Donc voilà, c'est aussi un peu malheureusement la question de l'utilité des personnages Mm. secondaires, l'utilité des scènes, l'utilité des personnages secondaires, elle peut aussi amener à leur modifier la personnalité après coup parce que j'en ai besoin en fait, dans Mhm. le récit. Ah ouais, je comprends. Et du coup, Enfin, ouais. du coup, comment tu gères ton... Parce que c'est un peu lié, je sais pas si c'est quelque chose qui te vient avant ou après, mais comment tu gères ton world building? Puisque tu fais de la science-fiction, c'est quand même assez important. Ouais. Alors sur les nouvelles, enfin je le gère enfin je le gère un peu aussi en fonction du format du texte, hein. Moi quand même j'ai écrit des nouvelles très courtes, j'ai écrit des nouvelles moyennes voire longues. Rossignol est une novella publiée au Bélial, elle fait 110 pages. Donc, on commence à être un peu sur du Mhm. moyen, enfin, du moyen. Syntonia est à 400 pages, donc là on est sur du vrai roman pavé, Mhm. pas gros pavé mais petit pavé, Ouais. petite brique. Euh, et en fait, voilà, les worldbuilding, il est aussi lié à ça, et il est aussi lié euh, où se place le récit. Enfin là, c'est spécifique à Rossignol, mais je vais y revenir. Donc en fait, sur une nouvelle, on n'a pas énormément le temps de faire un long worldbuilding Oui. dans le détail. Euh, c'est ce que j'adore dans les nouvelles, c'est qu'il faut balancer tout de suite le lecteur, la lectrice dans le, dans l'intrigue, dans le genre, dans l'univers, avec les personnages, quand il y en a ou pas. Faut le faire très vite. Donc, il faut y aller avec des repères très précis. Euh, Ils peuvent aussi faire appel à un imaginaire collectif qui est déjà bien installé. Enfin, voilà, si vous voulez du cyberpunk, vous pouvez dire tout de suite que c'est une mégalopole un peu crassouille où tout se paye. Bon, voilà, généralement, on voit assez bien un post-apo, c'est vraiment la dévastation et une horde de zombies ou de cannibales à nos trousses. Bon, ça assez vite, on dresse assez vite le Oui. tableau, en Oui. fait. Euh, voilà, donc ça peut être aussi ça, mais si c'est pas sur l'imaginaire collectif, c'est vrai qu'il faut aller assez vite faut avoir des marqueurs assez vite dans les premières pages, parce que là, le but de la nouvelle n'est pas de s'étendre sur un world building, mais d'être sur un personnage, un ou deux personnages, et d'avoir un rythme assez soutenu. Donc oui, donc ça c'est important. Et dans Rossignol, par exemple, la particularité, donc j'avais un peu plus de place, ça c'était chouette, mais je suis restée sur un récit quand même très 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 dense. Et l'idée également, c'était par rapport, en fait, c'était par rapport au point de vue du personnage. Moi, Rossignol, j'ai fait un gros world building de mon côté et j'en ai mis une toute petite fraction dans le livre. Parce que moi, j'avais besoin de bien connaître mon univers, comment il marchait, les technologies, les planètes, les empires. Donc, il y a énormément d'espèces non humaines, Mhm. extraterrestres, comme on pourrait dire. Donc, j'avais un tableau Excel aussi où j'ai noté tout. Moi, j'ai mon petit lexique d'espèces extraterrestres.
Mais en revanche, mon personnage principal, elle était, comment dire? Elle était dans cet univers, dans ce monde, où elle a toujours grandi, qu'elle a toujours vécu, et cetera. Et dans Rossignol, elle s'adresse c'est le récit de sa vie et elle s'adresse à quelqu'un, un contemporain qu'elle imagine savoir déjà tout. Donc j'avais pas, j'ai dû faire le choix d'en dire pour le lecteur, mais de ne pas tout dire non plus. Parce Mm. que mon personnage principal, vu que c'était une récit à la première personne, n'allait pas tout réexpliquer. C'est comme si Mhm. aujourd'hui, vous racontez avec votre copine que vous avez vu un chat dans votre jardin et vous lui dites, bah, alors un chat, en fait, c'est un animal, il a quatre pattes, il a une queue, il a une tête, deux oreilles, il mange des souris, mais pas que, il miaule. Alors, le miaulement, c'est quoi le miaulement? Non, 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 enfin, voilà, personne ne le fait. Et dans Rossignol, mon personnage principal considère vraiment qu'il s'adresse à quelqu'un qui a vécu toute cette période historique et ces faits historiques un peu qui sont sur cette révolution sur cette station spatiale. Donc elle va dire des choses, mais d'une autre manière. Elle va les évoquer d'une autre manière. Elle va pas parler de, elle va pas décrire Mhm. par le menu l'espèce de Tarn, par exemple, mais elle va expliquer qu'à un moment, ils sont attaqués, elle est à terre et qu'elle voit que les Tarns ont peur hein, parce qu'elle voit que leur goitre fluorescent palpite un peu des coups de couleurs qu'elle voit pas souvent. Donc, Mm. elle décrit elle décrit, donc Mower Building, il est là, mais à travers des yeux par rapport à des éléments dans l'action du Oui. récit. Et il n'y a aucun moment où elle vous dira, alors, qu'est-ce que c'est un tarn? Eh bien, en fait, c'était une espèce qui faisait 3 mètres de haut. Non, Oui, elle bien ne sûr. dit pas. Donc, c'est un peu, c'est un choix, c'est assez difficile en construction Ah, pour moi aussi, excuse-moi euh, juste, on a de faire passer. sonné. Ce que je vais faire, c'est que je te pose la question Sifoel et pendant ce temps, je vais ouvrir. Donc, il y a une question qui dit tu parles de ton world building dans Rossignol où tu n'as mis qu'une partie de ce que tu avais prévu. Est-ce que ça veut dire que le reste dort sur le carnet ou tu peux le réutiliser dans le même univers pour autre chose? Alors, je pourrais l'utiliser pour tout ça. C'est pas que j'ai mis, c'est pas que j'ai mis seulement c'est pas que j'ai mis moins que ce que j'avais prévu. J'avais prévu d'en mettre moins. Vraiment, j'avais prévu de mettre ce que j'ai mis dans Rossignol, c'était ce que je voulais mettre. Mais moi, pour l'écrire, il fallait que j'en sache plus. Il fallait que j'ai plus de détails, moi, pour que ça me semble, euh, pour mieux me l'approprier, en fait. Donc, c'est pour ça que j'avais beaucoup construit aussi sur d'autres espèces, etc. Mais c'était pas dans l'espoir de pouvoir tout mettre dans le récit. C'était juste pour moi savoir, voilà, quand j'ai un personnage, que je le manipule, que je le fais parler, que je le fais rire, que je le fais mourir, ce genre de choses. Il fallait que je le connaisse que je connaisse son espèce, son histoire, tout ça, sa planète d'origine. Il fallait que je me la représente, voilà, un peu plus pour bien le manipuler. Et au final, je ne sais pas si euh, les lecteurs ou la lectrice, en lisant ces petits éléments, arrivaient eux-mêmes à s'imaginer tout ce qu'il y avait derrière tel personnage, telle technologie telle espèce, etc. Donc, j'ai mis ce que je voulais mettre dans Rossignol. Hein. Ça n'a pas été, comment dire. Voilà, je me suis jamais dit, je vais tout raconter. Là, il m'aurait fallu 10 tomes, en fait. En fait, parce que j'avais vraiment, genre, dû avoir 40 espèces non humaines, et puis après, il y a toutes les hybridations, donc ça partait beaucoup trop loin. Donc oui, c'est du matériel qui pourrait être utilisé. C'est des choses que je m'interdis pas parce que c'est un world building qui a encore beaucoup à dire. C'est un univers qui a encore beaucoup à dire. Euh, C'était un peu une expérience de pensée aussi, d'essayer d'écrire un. Enfin, mon personnage principal n'est pas totalement humain. Elle ne pense pas totalement comme une humaine. Elle a des contraintes physiques qui ne sont pas les nôtres, hein, des humains. Hein. C'est une autre forme de d'humanité et en plus elle est hybride, donc en plus c'est un peu compliqué, un peu différent. Et je m'interdirais pas d'écrire du point de vue complètement d'une espèce non humaine totale, parce que j'en ai créé beaucoup. Donc ça pourrait être intéressant, après ce sera encore plus difficile, hein, ça c'est sûr. Donc, donc voilà, en fait c'était très bizarre. En fait le truc c'est que moi Rossignol, ça a été une expérience d'écriture très particulière. Très particulière dans le sens où, je ne sais pas si Céline est revenue et nous Si, entend. si. Euh, voilà, Mort au cinéma, c'était très particulier dans le sens où j'ai voulu
je sais pas ce que j'avais fumé à l'époque hein, quand j'ai eu cette idée. Mais en gros, quand c'était le récit d'une personne, ce personnage principal qui voulait vraiment un point de vue intime et très profond, euh, j'avais vraiment besoin de connaître toute sa vie euh, avant de, pas avant d'écrire, mais en fait, quand je commençais à écrire, quand je faisais des, enfin, Rossignol a été long à écrire. Après, j'ai eu des périodes où j'ai moins écrit, mais il a été long à écrire. Mais en gros, avant d'écrire des passages de Rossignol, je relisais entièrement, non pas le synopsis, mais l'histoire de sa vie. Moi, j'avais un document à part où j'avais écrit l'histoire de la vie de mon personnage principal dans l'ordre. Ah Parce que ouais. Rossignol, elle raconte les ordres de sa vie, hein. Et en fait, j'avais besoin de ça parce que le principe de Rossignol même, c'est que quand elle raconte son enfance ou des passages de sa vie d'ado ou de passages de sa vie d'adulte et même les parties qui sont au présent, enfin qui sont dans l'action directe, elle porte en elle toute sa vie, de son enfance à sa vie adulte en fait. Donc moi, quand j'écrivais le moindre paragraphe en utilisant sa voix à elle, je relisais tout parce qu'il fallait bien que je porte à ce moment-là également tout ce qu'elle avait vécu de son enfance, tout ce qu'elle avait vécu même de son lien avec sa mère. Enfin, même si le paragraphe n'était pas sur ça précisément, mais Mhm. il fallait que ça s'entende, il fallait que ça se sente. J'ai voulu faire quelque chose en Rossignol où vous avez constamment, dans chaque paragraphe, vous avez l'essence de tout le roman, Mhm. constamment. Oui. C'est très bizarre à dire, hein, parce qu'en vrai, ça se. Voilà. Mais moi, en tout cas, je portais constamment l'histoire de toute sa vie dès que j'écrivais la moindre phrase, ça. Donc, Rossignol a été long à lire, à écrire, parce que je relisais beaucoup l'histoire de sa vie avant de d'écrire la moindre chose, et aussi parce que souvent, je relisais la totalité du manuscrit avant de continuer. Ouais, je Alors, quand il y comprends. avait 10 pages, il y avait 20 pages, ça se faisait encore. Quand Ouais. j'ai commencé à atteindre 60-70 pages Word, au final, j'avais 2 heures d'écriture. Je relisais, je relisais, je relisais, puis j'écrivais un paragraphe, quoi. Ouais, je Mais comprends. c'était ouais, c'était pour m'obliger à avoir tout le temps, constamment, cette cohérence de vie. Et voilà, parce que toi, quand tu racontes ta vie, tu l'as tout le temps, tu la connais entièrement ta vie. Oui. Donc, c'était un peu ça. Et c'est là, ouais, c'est là où ça avait été un peu difficile. Je me suis, je sais pas pourquoi je me suis infligé ça, tu vois, mais au final, le résultat me plaît beaucoup, donc très bien. Mais Mais voilà, et je pense que le ouais. world building, c'est un peu, ouais, c'est un peu ce qui est compliqué sur le world building. Enfin, moi, je suis en train de découvrir un peu la relation un peu ambivalente qu'on a avec ça. Mhm. C'est que le world building, des fois, tu as besoin de construire dans ta tête ou dans des carnets ou peu importe, ou dans des recherches scientifiques, à un point parfois très, très avancé. Mais ça ne veut pas dire que tu vas tout écrire, absolument tout ça dans ton récit. Mais tu as quand même besoin de l'avoir, toi, en bagage ouais, ou que ça t'habite en fait un peu avant d'écrire. Enfin, c'est très bizarre, je trouve. Je suis un peu Non, en non, train de. je comprends, je comprends. Après, j'avoue, je suis jamais allée aussi loin que ça, très honnêtement, mais je comprends parce que, effectivement, c'est un outil qui est super utile, quoi. Par curiosité, quelle longueur faisait la bio du personnage que tu relisais? Alors, elle devait faire. Attends, je pense que même je peux le trouver en direct live sur les réseaux. Attention, parce que. Parce que. Il est où, Rossignol, il est où aussi. Oh, c'est tellement bien rangé, mon ordinateur, c'est un bonheur. Hum, hum, voilà, je veux dire, ça doit pas être hyper long en soi. Ah, quand même. Ça faisait 3 pages et demie. Ça va, mais bon, quand même, oui, effectivement, t'avais quand même Et bien posé des choses. voilà, et c'était vraiment, je relis ça avant de commencer à toucher au manuscrit. Je relis ça, voilà. Et ce qui me permettait aussi de voir, parce que donc Rossignol est un récit d'un peu dans le désordre hein, de sa vie. Et moi, un document, ce document de sa vie dans l'ordre, c'est un document que j'ai surligné au fur et à mesure que j'évoquais bien chaque Ah. élément important Mhm. de sa vie et de la construction de sa personnalité. Ça me permettait de dire, OK, ça je l'ai dit, OK, Ouais. ça je l'ai dit, OK. Et à la fin, le doc était entièrement surligné, normalement. Parfois, j'avais rajouté.
au moment de l'écriture que je Ouais, rajoutais après dans le synopsis. Donc c'est aussi un document qui a un peu grandi, ouais. aussi au fur et à mesure parce qu'il y a des ajustements. Donc voilà, j'ai essayé de voir. Puis des fois, il y a des trucs que je dis: «Bon, bah, là, je l'ai pas évoqué directement, mais les gens auront bien compris qu'elle est traumatisée par ça». Bon, donc voilà. Mais ça a été aussi oui, c'était un document de travail aussi, hein, qui me permettait de cocher un peu les Ouais, cases et voilà, sur ça. ouais. Et Ouais, du ouais, les 3 coup, pages. t'as parlé plusieurs fois de recherche. Et ça, de toute façon, qu'on écrive de la science-fiction ou pas, bon, il y a quand même plein de moments où on fait des recherches, mais c'est vrai que du coup, dans la science-fiction, potentiellement, il va y avoir des recherches sur des choses qui sont extrêmement pointues. Comment est-ce que toi, tu gères les recherches? Tu les fais avant, tu les fais pendant, les deux? C'est... comment ça se passe, tes recherches? Alors souvent ça arrive assez vite parce que sinon on est bloqué assez vite en fait. Donc quand je vais avoir l'idée, alors, des fois l'idée me vient d'un article scientifique que j'ai pu lire, hein, donc au moins j'ai déjà la source, Oui. un tout petit peu de la matière, on va dire des recherches à faire. Là où j'ai fait le plus de recherches par exemple, donc c'est sur Stentonia qui parle de nanotechnologie. Ouais. Euh, donc, l'idée, en plus de Syntonia, n'était à la base pas des nanotech. Je suis arrivée dessus un tout petit peu après, mais assez vite quand même. Voilà, moi, j'ai pas fait d'études scientifiques du tout. J'ai fait une école de commerce et après j'ai fait un diplôme universitaire en sociologie. Donc c'est vrai que Rossignol, pour le coup, a été plus facile à écrire à ce niveau-là parce que Rossignol, c'est beaucoup de la socio. Mm. C'est des questions d'interculturalité, de transmission, de relations parentales en contexte de diversité culturelle. C'est des questions géopolitiques. Ça, c'est des choses, au final, j'ai eu beaucoup moins de recherches à faire sur Rossignol parce que c'était mon domaine un peu plus naturel, on va dire. Et puis la technologie décrite dans Rossignol, elle est évacuée assez vite par le fait qu'elle se passe loin dans le futur et que c'est de la technologie qui a été faite par des espèces non humaines. Donc j'allais pas m'éclater à décrire certaines choses puisqu'en fait c'est même pas de la science qui existe aujourd'hui. Mm. Et puis mon personnage principal, encore une fois, par son point de vue, elle n'est pas scientifique non plus. Et un des thématiques de Rossignol, c'est comment tu vis dépendant d'une technologie que tu ne maîtrises pas. Donc, Mm. j'avais évacué la question de plein de manières différentes. Syntonia, j'ai pas pu évacuer. Donc, j'ai fait mes recherches. Alors déjà, moi, je le dis, je n'utilise pas l'IA pour des raisons éthiques. Donc, je suis contre l'utilisation de ça. Donc, je fais des recherches un peu à l'ancienne. Je lis des articles scientifiques. Je peux avoir accès, on peut avoir accès assez facilement à tout ça. Je fais également appel à des personnes, vous savez, des êtres humains, Qu'est-ce parce que que c'est? Je n'ai non, mais pas vu depuis si longtemps. et franchement, il y a plein de scientifiques qui sont ravis d'échanger avec des auteurs parce que parfois ils lisent de la SF ou parfois quand ils en lisent ils disent oh il y a eu des petites erreurs donc en fait ils sont super contents voilà c'est des personnes aussi qui travaillent dans un sujet qui les passionne donc en fait ils sont toujours contents d'en parler. Dans le domaine, moi, au fur et à mesure d'avoir écumé salon et festival du livre, j'ai quand même plusieurs contacts, donc je peux demander, Mm. tiens, j'aimerais parler, ben, là, dernièrement, je demandais si j'aimerais faire quelque chose sur le programme SETI. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait? Puis en fait, en un mail ou deux, un contact ou deux, on tombe sur quelqu'un qui est OK pour discuter. Donc ça va assez vite. J'ai aussi pas découvert, redécouvert, mais euh, j'ai redécouvert un peu YouTube comme Ouais, source de connaissances ouais. parce que YouTube, on tombe sur des humains souvent. Et YouTube, ce qui est assez intéressant moi, pour mes recherches, c'est que tu peux autant tomber sur quelque chose de vulgarisation scientifique, mais même des fois, je regarde des vidéos de vulgarisation scientifique pour enfants, genre, c'est pas sorcier, Ouais, ouais, ouais. enfin, en version mais disons que des fois, bah, ça peut être des vidéos de 2, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, on peut avoir des trucs de 15, on peut avoir des influenceurs qui vont faire des journaux, là, je regarde le journal de l'espace. Mhm. Le gars, il poste tous les 3 jours quelque chose sur l'actualité du spatial. Donc, c'est hyper, hyper
pertinent et c'est vraiment d'actualité. Et puis parfois, on tombe sur des captations de conférences dans des universités, de Ouais, tables rondes, d'interviews, d'entretiens. Donc on a des experts, en fait, qui sont, on a ces experts à disposition, quoi. Et c'est assez énorme. Enfin, il y a quand même énormément oui, de de matériel. matière, de choses, Ouais. de matériel, ouais. Donc là, ça après c'est quelque chose, moi, bah, rebelote, hein, j'écris sur du papier parce qu'on se souvient bien que quand on recopie. Heu, donc je me retrouve un peu dans ma vieille posture d'étudiante d'il y a moultes années. Je prends des notes et cetera et puis au fur et à mesure, je vois les liens qui se font, les ponts qui se font avec le récit, comment je pourrais étudier une chose ou pas, donc je creuse, voilà. Donc ça, c'est quand même un travail qui est assez long, qui a pour moi, il a lieu tout au long du texte. C'est-à-dire que j'ai vraiment, je suis allée vérifier certains points, constamment, en fait. Parce qu'il y a des choses aussi qu'on a cherchées, puis moi, 6 mois après, on s'en souvient pas toujours. Mm. Les notes, tout d'un coup, nous paraissent un peu obscures. Donc voilà, je me fais des playlists YouTube sur lesquelles je peux parfois retourner voir. Et puis ensuite, il y a les bêta lecteurs. Le Oui. bêta lecteur, donc la personne qui te relie, tu peux avoir un bêta lecteur scientifique. Enfin, moi, j'ai un bêta lecteur où je lui dis, t'inquiète pas de l'intrigue, t'inquiète pas des personnages, j'ai juste besoin que tu me dises si ma technologie, elle tient ou pas. Si je dis pas de bêtises sur ça, si j'utilise les bons mots. Donc là encore, parfois, c'est des gens du réseau. Enfin, pour moi, c'est beaucoup des gens du réseau. Euh, Ils vont faire cette relecture-là avec un aspect scientifique, en fait. Mm. Aspect scientifique. Ouais, ouais, non, mais Avec parfois c'est. le truc que des fois, ils arrivent en disant, bah non, ça c'est pas possible, on sait pas faire. Et je dis, oui, mais on sait pas faire, mais on saura faire, parce que mon récit est quand même dans le futur, Ouais. généralement. Donc, voilà, c'est justement, c'est justement assez intéressant. Puis, bah, des fois, ils vont me dire, non, non, mais ça, on sait déjà faire. Et je suis, oh, purée, Ah, oui, des c'est trucs que pire. tu soupçonnais pas. Ouais. Ouais, ou des trucs que moi, je mettais en mode, oh, regardez comment c'est incroyable, on saura faire ça. Et là, il me dit, non, on sait déjà faire. On sait déjà faire, mais on le échelle, ou alors on s'est rendu compte que ça ne sert à rien, ou on s'est rendu compte que c'est c'est trop instable, ou ça demande beaucoup trop de ressources, Ouais. ou finalement ça n'a pas d'intérêt. Ou alors, non, des trucs qui, bah, on sait déjà faire, mais vous ne le savez pas, en fait, notamment sur la nanotechnologie. Ils disaient, oui, mais ça, on sait déjà faire, mais en fait, c'est, Oui, vous hein, ne c'est savez pas comme. que vous avez déjà de la nanotech. C'est ça, c'est comme transformer le plomb en or, hein. On sait faire, mais c'est nul. Ça n'a aucun intérêt, ça demande beaucoup trop de moyens. Ouais, ouais, exactement, voilà, des trucs comme ça. On sait faire, mais bon, au final, ça n'a pas. Voilà. Donc ça, c'est assez rigolo aussi. Discuter avec les scientifiques, ça fait toujours un peu flipper et un peu se marrer en même temps. Parce que Ouais, c'est... je on dit comprends. que- Mais Voilà. du coup, Et puis des trucs qui me paraissent incroyables. Genre la dernière fois, j'interrogeais quelqu'un sur l'ordinateur quantique. Moi, j'avais des étoiles dans les yeux. Elle me disait, ouais, bon, bah, oui, quoi. oui, Enfin, quoi. oui, on est vite, pas plus vite et c'est incroyable, mais enfin, on va faire plein de calculs instantanément, mais en fait, qui est intéressant derrière, c'est le reste, quoi, les applications. Enfin, voilà, voilà, des fois, c'est ils sont un peu blasés, qui est cool. Euh, mais voilà, c'était toujours des moments assez intéressants. Mais j'aime beaucoup discuter directement avec des experts, en fait, sur ces thématiques. Mm. Ouais, ça, c'est vrai que c'est chouette, hein, Ouais. de pouvoir avoir accès à des gens. Et c'est vrai que maintenant, grâce à Internet, on peut faire ça tellement, tellement facilement. Après, c'est vrai que j'imagine qu'on. Enfin, moi, ça m'est venu à l'idée plusieurs fois de me dire, ah, je pourrais contacter telle ou telle personne à l'université, tout ça. Et c'est vrai que souvent, on n'ose pas. On n'ose pas parce qu'on a peur de les déranger. Euh, mais peut-être qu'on devrait. Peut-être qu'on devrait. Au pire, de toute façon, ils nous répondent pas. Genre, au pire. Voilà. Moi, je sais plus trop, il faudrait peut-être que je relance le truc, mais je me souviens, lors d'un salon du livre, il y avait des scientifiques qui s'étaient mis à parler entre eux et ils m'ont fait marrer parce qu'ils disaient, non, mais il faut qu'on lance un collectif d'experts ou une association d'experts qui se mettrait à disposition d'auteurs ou de créatifs ou de scénaristes, etc. Proposer nos services, en fait. Venez discuter avec nous avant de commencer à écrire et comme ça,
ça vous aidera et pour le world building, pour plein de choses, quoi. J'étais là: «Mais oui, mais faites ça!» J'étais ravie d'avoir un pool, un petit roster d'experts à contacter en cas d'urgence. Ce serait super. Bah, en tout cas, c'est chouette de savoir que c'est des choses qui sont euh, prêts à faire, quoi, que ça les intéresse et qu'ils ont envie de discuter avec des auteurs et que bah, ils préfèrent ça plutôt que de lire des conneries. Ah bah oui, c'est sûr, je pense qu'eux, en fait, s'ils lisent des bêtises, des non-sens et tout, et j'en ai sûrement fait aussi, hein, plein, ça doit lui faire grincer des dents. Mais tout comme moi, des fois, je lis des livres de SF et que je vois un peu des facilités ou des non-sens ou des incohérences en sciences sociales, ça me fait grincer des dents aussi, en fait. Hmm. Donc, comme quoi, on lit tous avec, avant tout, Ah oui. le prisme, voilà, Ah mais ça, tout à notre fait, hein. domaine, notre... Je sais que, Non. enfin, je sais pas quelles sont toutes les spécialités des gens dans le chat, mais pour moi, quand je lis des trucs, pour moi qui ai travaillé dans le domaine du textile pendant des années, et que je lis des trucs, mais qui n'ont aucun sens en termes de vêtements dans les livres, et ça arrive tellement souvent. Je lève les yeux au ciel très très fort, hein. C'est sûr. Après, c'est vrai que quand on écrit, on se dit, là là, il faudrait vraiment que je le fasse vérifier par 10, 20 experts, parce qu'il y a plein de différents aspects dans le livre qu'il faudrait faire vérifier. Donc, c'est difficile de tout faire. Oui. Mais c'est vrai que, voilà, moi, j'avais un livre de SF qui était magistral, mais à un moment, toute la société qui était décrite, etc., je me disais, mais quel est ton système éducatif, en fait? Ouais. Voilà. Et en fait, il manquait cette science oui, parce que c'était ma vision, parce que c'était dans le domaine dans lequel j'avais travaillé, sur l'éducation des citoyens, etc. Et je voyais pas le truc. Je me disais, voilà, je trouvais qu'il y avait une lacune, mais à un niveau de sciences sociales, hein, pas un niveau du tout de technologie. Mm. J'étais juste en train de me dire, là, ouais, je vois pas le système éducatif qui peut permettre l'avènement d'une telle société. Ouais, je Donc, comprends. voilà. Ce qu'on voit beaucoup aussi sur des questions de dystopie, en SF, ouais, tout le mouvement la dystopie, que ce soit young adulte ou pas, il y a toujours les questions de OK, mais quels sont les systèmes de contrôle social, quels sont les systèmes éducatifs, de révolution. Enfin, en gros, ouais, il y a plein de questions. Souvent, c'est assez. Enfin, sur les dystopies young adulte, ça peut être assez succinct. Ouais, mais j'aurais Euh, tellement de choses à dire sur Divergente. Oh mon dieu. ouais, mais c'est pas. En fait, tu te dis, l'humain, c'est même plus de la science sociale, c'est plutôt vraiment de la psychologie sociale et de l'anthropologie. Tu te dis, Mm. comment les humains ont pu accepter ça sur telle durée? Il y aurait eu des révoltes, il y aurait eu des remises en question, il y aurait eu des machins. Mais ça ne veut pas dire que le récit devrait pas être écrit, mais c'est-à-dire qu'il faudrait juste renforcer certains aspects, notamment mettre un peu plus de coercition, mettre un peu plus de trauma, le traumatisme. Générationnel, le traumatisme sociétal, ça marche assez bien hein, pour enfin, expliquer comment on est arrivé à accepter Mm. certaines situations, les fenêtres de... Donc ça se fait, hein, c'est juste que voilà, des fois, il faut verrouiller un peu plus parce que voilà, il y a des choses qui sont. Ah, il y a Mais bon, Suraki on dans le disons que chat. sur Divergent. Ouais, peut-être que sur Ah, Divergente, vas-y. non, non, on le ferait, il nous faudrait une Ah autre oui, heure. c'est possible. Bon. On fera ça sur un autre live. Un live spécial Divergente. Il y a Suraki qui dit travaillant dans le ferroviaire, un conseil à tous les auteurs. Si vous voulez faire une scène d'action dans un train, ou sur Ouais. un train, où les persos sautent de wagon en wagon, prenez un train de marchandises. Il y a beaucoup plus de prises et de possibilités pour se frayer un chemin, c'est vrai. Bah, merci, voilà, c'est exactement ce genre Voilà. de petits tips qu'on a besoin de savoir parce que, ouais, bien sûr. Mais en fait, le truc, c'est que s'il y a un auteur qui écrit une scène qui se passe sur un train où il saute de wagon en wagon, euh, si ça se trouve, c'est vraiment une toute petite scène dans un grand livre, un grand univers de world building. Et donc, il va pas spécialement aller vérifier chaque petit élément parce que c'est vrai que ça prend un temps fou. Mais en fait, là, finalement, quand tu le lis, ben, toi, tu te dis, bah non, ils peuvent pas faire ça. Et ça te fait lever les yeux au ciel parce que c'est ton expertise. Donc, c'est hyper intéressant. On devrait avoir un sorte
le forum géant. Voilà, on reprendrait un peu toutes les basiques des scènes d'action dans les livres et les films. Ouais, non, mais après, je pense que, tu vois, il y a beaucoup de choses où juste la logique euh, permet d'éviter de faire beaucoup de bêtises, tu vois. Je pense que si, enfin, il y a beaucoup de séries ou de films, bon, où t'as envie de dire, écoute, t'es gentil, mais la logique suffit à me dire que si tu aurais dû avoir un scaphandre en sortant sur cette planète que tu ne connais pas, parce que Et c'est ça. ça arrive tout le temps. Ouais, ou les durées des fois, de dire, bah là, regarde, hop, il se pose, hop, il sort sur le sol de la planète et tout, alors que non, en fait, c'est des heures et des heures de protocole, enfin, c'est pas aussi facile, c'est pas aussi rapide. Ouais, ou comme Il y a aussi passer une il y a aussi- montagne, ou genre, le mec il a fait 300 km en 10 minutes, ok. ah ouais, la gestion des durées, des temps. Alors, il y a des ressources en ligne sur savoir combien on mettait pour traverser la France en calèche à telle époque. Il y a des trucs comme ça pour aider un peu, hein, parce qu'on peut aussi faire juste des incohérences toutes bêtes. Mais il y a aussi un peu, enfin moi, dans un échange que j'avais eu avec un expert qui était un astrophysicien sur la question des exoplanètes, donc je lui avais envoyé mon récit, et puis il y avait aussi là où ça cogne parfois, c'est la nécessité de spectaculaire ou d'action, hein, parce que tu as envie qu'il soit sur le toit d'un train, c'est pas pour rien, hein, c'est parce qu'il y a le côté de va-t-il tomber, va-t-il glisser, va-t-il rattraper le méchant, enfin Hmm. il faut de l'enjeu, il faut du suspense. Donc moi c'était une nouvelle que j'avais écrite, c'était plutôt jeunesse, ma seule nouvelle jeunesse d'ailleurs que j'ai écrite, et je faisais des courses de vaisseaux spatiaux autour de planètes hostiles, dangereuses, mais du genre une planète de lave, une planète avec des tempêtes de glace, une planète océan, mais vraiment océan, genre avec des déferlantes et Déchaîné, tout. ouais. Euh, ouais, des trucs assez de fou. Et donc, j'avais fait ultime course de ce genre de tournoi de course. C'était autour d'un trou noir. Moi, je Ouais. trouvais ça spectaculaire. L'expert qui me relie, il me dit, bah, elle me dit, en fait, c'est pas spectaculaire un trou noir. C'est-à-dire que quand t'es à côté, t'es dans l'espace normal et tout va bien. Et puis, quand t'es au bord du trou noir, bah, en fait, t'es mort tout de Ouais, suite. Il y a c'est pas, ça. moi, je voulais un truc un peu du genre grosse vague cosmique, être un peu secoué par le truc. Et il me dit, Ouais, non, t'es non. pas secoué, en fait, Non, toi en mort. plus, Donc, c'est pas la limite, tu la vois pas et tu la sens pas. voilà, c'est ça. Donc moi j'étais là, ben non, mais moi, donc en fait là ce qui avait été intéressant, c'est que c'était pas seulement un expert qui me relisait et qui me disait valider ou pas les trucs, c'est que je lui ai dit, ok, écoute, moi ce dont j'ai besoin, mettons de côté le trou noir, ce dont j'ai besoin, moi j'ai besoin d'une course où ça secoue, où les vaisseaux ils vont être ballottés, ils vont se cogner, elle va avoir du mal à garder les trajectoires, enfin ce genre de choses. J'ai besoin d'un truc, c'est une scène d'action, donc c'est une course, imaginez une course de voiture, mais des vaisseaux. Donc je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce que je prends comme astre? Et Un là, grand il me dit, solaire, eh hein. ben, il m'a dit, eh ben, il m'a dit, tu prends un système de deux étoiles, donc Hmm. un système de deux étoiles dont l'une est devenue dont l'une est devenue un trou noir et qui est en train d'aspirer Ouais, la masse d'étoiles voisines. ouais, Et là, tu as un courant, effectivement, de cette aspiration, il spaghettifie, oui, oui, c'est le vrai terme scientifique, oui. spaghettifie. Il spaghettifie à l'étoile, son étoile voisine, il l'aspire, en fait, il la cannibalise, je sais pas comment on dit, là, et donc, terre de masse qui va rendre ça, qui va secouer, quoi, pour le coup. Et là, tes vaisseaux vont surfer sur cette vague. Mais effectivement, là, c'était intéressant, c'est que j'avais dit, voilà, moi, c'est mon besoin pour le récit. Et il m'avait sorti qui allait correspondre. Et pareil, j'étais sur une autre planète à un moment et j'avais dit, c'est une planète de lave et il a dit, bah, il faudrait qu'elle soit en rotation asynchrone. Non, en rotation synchrone avec ton étoile et comme ça, tu pourras avoir un cratère de lave constant et en gros, les vaisseaux tourneraient autour. Et là, ça pourrait être intéressant de savoir est-ce qu'ils vont à la corde, donc, mais plus dans la lave ou à l'extérieur, mais dans ce cas-là, ils font plus de distance et ils risquent c'est plus sécurisé, mais ils risquent de perdre la course. Hmm, Donc, et voilà, et là, c'était cet échange qui était intéressant, parce que moi, je disais aussi mes besoins par rapport au récit. hmm. Et il me sortait en fait en face, il me sortait
le là où allait se passer, enfin là où il faudrait mieux que se passe la scène. Donc parce que voilà, le problème avec ça, c'est que des fois, ben ton récit, il a besoin de tension, de ces enjeux-là. Donc ils peuvent pas, tes personnages peuvent pas juste rester Ouais. assis dans leur wagon, quoi. Après, C'est un moment de. si j'ai un truc à donner, c'est qu'il existe également des tas de formations en ligne gratuites. Et pour avoir fait justement une formation d'astrophysique, je sais plus quelle université c'était, je crois que c'était l'université d'Alberta ou quelque chose comme ça. Bref, c'est une formation qui est gratuite, qui est vachement bien. Il y en a plein qui sont disponibles en ligne. Franchement, profitez-en aussi parce que du coup, c'est super utile quoi, pour tout ça. Voilà, c'était mon aparté. Je recommande aussi les formations de Collège de France qui sont aussi dispo en ligne, qui sont gratuites, qui sont des sessions assez courtes. Généralement, c'est du genre 4 conférences, en fait. C'est des cycles de conférences plutôt qu'autre chose. Et voilà. Mais il y a plein de choses, il y a plein, plein, Ouais. plein de ressources hein, de partout. Des podcasts, enfin, on peut vraiment oser apprendre encore à notre âge, à notre grand âge. Oui, non mais Euh, après et ça m'y a fait penser parce que c'était vraiment un cours spécialisé sur les trous noirs, c'était un cours de débutant sur l'astrophysique et c'était les trous noirs quoi. Et du coup ça m'a fait penser à ça. Mais ouais, vous avez plein de cours qui sont gratuits, accessibles, soit sur des plateformes qui sont spécialisées dans les cours, dans les MOOC ou les MOOC, je sais plus comment on dit. Mais après, oui, il y a plein de choses sur YouTube aussi, mais il y a plein de plateformes de cours qui sont accessibles mm, gratuitement. Et ça, profitez-en quoi, c'est qui cool. avec ça, je trouve, c'est que on a aussi un temps limité, hein, même sur l'écriture. Moi, j'ai des, j'ai des temps de séance d'écriture qui sont parfois limités. J'en ai, avant, quand je travaillais aussi la journée, j'étais cadre du secteur associatif. Bah, j'écrivais le soir et les week-ends. Bon, là, maintenant, je me consacre plus à l'écriture, donc j'ai plus de temps. Et des fois, tu commences à écrire, puis tu te dis, attends, je sais plus, j'avais vu un exemple comme ça qui m'avait fait marrer, et c'était quelqu'un qui disait, voilà, mais j'écris en commençant une scène en disant, elle s'assit à son bureau euh, du XVIIe siècle, hérité de, de sa famille. Et là, la personne dit, non mais attends, c'est quoi comme type de bois pour un bureau du XVIIe siècle? Donc il ouvrait Wikipédia ou il ouvrait Oui, Google, machin. Et puis 2 heures après, il finit à lire des articles sur l'art de la peinture japonaise du XIIe siècle. Enfin, ouais, je veux dire, on peut se faire emporter par ouais. ça et se dire, oh putain, 2 heures en fait à parce que de fil en aiguille on se dit ah c'est intéressant puis en fait on n'écrit pas du tout on Ah, ça c'est n'écrit le pas piège, du hein. tout Ça c'est on le est son... piège. Ça c'est vrai qu'honnêtement, les recherches, de toute façon, je pense que ça nous est arrivé à tous, quoi. On se dit, oh, attends, j'ai un truc à check, ça va me prendre 5 minutes, et puis 2 heures après, tu y es toujours parce que t'es passé d'un truc à un autre, à un autre, à un autre. Oui voilà alors qu'à la base c'était juste la micro scène pour dire la personne s'assoit à son bureau et écrit un truc mais c'était même pas central dans le récit quoi donc ça c'est vraiment le piège quand on a en plus des esprits curieux et c'était top mais bon c'est on tombe dans une faille de l'espace-temps Ouais, c'est ça, de Wikipédia, de c'est la ça. recherche, quoi. Ouais, ouais, s'il faut elle dit les 48 onglets Wikipédia, ouais, ouais, on les connaît, ouais. C'est ça. On les a tous expérimentés. Une dernière petite question, du coup. Euh, En ce qui concerne le premier jet, est-ce que c'est quelque chose Ouais. pour toi tu traces, tu le commences et puis après tu t'arrêtes que quand tu le finis, ou c'est quelque chose que tu vas relire et corriger au fur et à mesure? Comment est-ce que tu le gères? Est-ce que le... En fait, ça dépend encore une fois de la longueur du manuscrit et tout, hein, mais généralement, la nouvelle, je fais le premier jet. En fait, quand je fais plusieurs séances d'écriture, c'est un moment que je vais relire ce que j'ai mis au-dessus pour un peu corriger au fur et à mesure. Mais généralement, non, j'essaie quand même de faire un premier jet qui soit fini, même s'il est laid. En fait, c'est rigolo, c'est des choses c'est des conseils que j'ai lus très tôt quand j'ai commencé à écrire mon premier roman qui est sorti en auto-édition, qui est plus disponible maintenant, mais c'était quand même il y a bien 10 ans.
Euh, C'était que c'était des phrases qui restent même 10 ans après et que j'applique encore maintenant. C'est que le mérite du premier jet, c'est même s'il est laid, c'est qu'il est écrit. C'est Ouais. son seul mérite en fait. Ouais. Donc ça, c'était aussi des choses qui restent beaucoup avec moi. Et également le truc de se dire, la phrase, tu n'es pas un neurochirurgien, tu n'es pas obligé de faire bien du premier coup. Mm. Donc ça m'a vraiment décomplexé aussi sur ce premier jet, dont le plus grand défi, c'est qu'il est écrit. Voilà. Et après, le vrai travail commence. Donc généralement, sur une nouvelle, ouais, bon, je peux faire des petits ajustements ici et là, mais j'essaie quand même d'aller jusqu'au bout. Sur un rossignol, si vous voulez, on est arrivé à une V5 ou V6 avec mon éditrice. Et avec Syntonia, on est arrivé, je crois, à une V5. Donc, c'est quand même, il y a eu des gros, 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 gros travaux. Alors, il y a eu plus de travail sur Syntonia que sur Rossignol parce que euh, il y avait moins de textes déjà. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est pas évident de faire ce premier jet pour après le voir entièrement remanié, détruit, coupé, perdre aussi en taille. Des fois, on est hyper content d'avoir écrit certains volumes, mais tout le travail d'édition va faire perdre 10% du, de la taille du texte, euh, si ce n'est plus, on va dire. Mais voilà, donc je pense que moi, chaque version est un mini deuil aussi, et le premier jet est le plus difficile, je trouve, à faire le deuil. Et parfois, quand des personnes parlent de mes livres et de ce qu'ils ont aimé dedans, etc., machin, des fois, je bug. Alors, si vous me voyez en salon et que vous me parlez de mes livres et que vous voyez dans mon regard que je suis un peu perdue, c'est parce que parfois, je me souviens plus de mon premier jet, de ma première version, que finalement de la version finale. Et des fois, je Ah. me dis, mais attends, ce passage en train de me parler. Euh, Attends, parce que des fois, je me dis, je vais lui répondre, mais je ne sais pas si je vais lui répondre sur un point. Elle me dit, ah, pourquoi vous n'avez pas expliqué ça? Et j'ai envie de dire, bah si, je l'ai dit. Mais je ne sais pas si c'est arrivé dans la dernière version, en Ouais. fait, si ça a Mm. fait The Final Cut, quoi. C'est ça, Moi, la, je la bug pendant 3 director's secondes. cut. Ah, c'est pas le lecteur ou la lectrice qui a tort ou quoi, c'est pas moi qui manque de café, même si probablement, mais c'est seulement que je suis en train de me dire, attends, en fait, voilà, moi, toutes les versions du livre, elles existent un peu en même temps, vous voyez, c'est un peu le chat de Schrödinger de la version, de la version du manuscrit, elles existent toutes en même temps, constamment, et donc des fois, j'ai un peu du mal à me souvenir au final de trucs, puis, C'est des livres et aussi, comme moi, quantiques. tout le world, voilà, c'est ça, du manuscrit. Euh, Comme pour moi également, tout le world building, il existe aussi plus large. Bah, des fois, on me dit, ah, quand on me dit, mais en fait, telle espèce, pourquoi elle est comme ça? J'ai fait, bah, parce qu'ils viennent d'une lune qui est comme ça, mais finalement, je ne sais plus vraiment si je l'ai autant explicité que ça ou pas. Donc voilà, c'est un peu les moments, les moments un peu rigolos des rencontres en salon. Je fais, mais vous êtes sûr qu'on a lu le même livre? Enfin, c'est un peu, vous êtes sûr que c'est de mon livre de vous parler? C'est rigolo. Mais voilà, mais le premier jet, ouais, c'est souvent le plus difficile, donc il faut faire le deuil, mais en fait, sans regret. J'ai lu une phrase de Gabriel Garcia Marquez, donc l'écrivain sud-américain, qui disait ça, qui disait, vous vous rendez pas compte de toutes les cicatrices que porte un écrivain, en fait, parce que lui, il sait il sait ce qu'il a dû retirer, il sait ce qu'il a dû réécrire, il sait à quoi il a dû renoncer au fur et à mesure des corrections. Voilà. Et il n'y a que lui qui sait, mais il sait aussi que c'était nécessaire. Mm. Voilà. Donc c'était quelque chose qui était très vrai, qui m'avait beaucoup touchée quand j'avais lu ce témoignage de lui. Ouais. Non, mais bon, ça c'est. C'est vrai. Enfin, après, moi, je suis plutôt team. Je dois rajouter des trucs parce que j'ai tendance à écrire très très court, mais la plupart des gens, effectivement, doivent couper. Et je comprends la difficulté de ça. C'est pas du tout un exercice facile. Donc, ouais, non, ça c'est pas évident. Bah écoute, regarde, ça fait 1 heure qu'on papote. Tu vois, c'est passé vite. Et oui, carrément, carrément, carrément. Du coup,
Ce que je fais toujours pour conclure, alors d'abord, est-ce que y a quelque chose que tu voudrais dire parce qu'on n'a pas abordé le sujet ou j'ai pas pensé à te demander? Est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, qui te vient comme ça, pouf pouf? Juste par rapport à dans la continuité de la dernière question qu'on a discuté, c'était mais c'est un sujet à part entière. Voilà, c'est juste de rappeler aussi la force d'avoir une bonne team éditoriale aussi. On Oui, a tout à parlé fait. beaucoup des bêta lecteurs et des éditeurs, mais c'est vrai que moi c'est mon éditrice aux éditions du Bélial qui a un rôle extrêmement important parce que c'est parfois elle qui va relever les incohérences et me dire va creuser avec un expert ou va clarifier ci ou ça. Et puis comme on parlait voilà, de ce premier jet qui est modifié, etc., de des choses qu'il faut retirer parce qu'il faut les retirer et que c'est nécessaire. Voilà, souvent c'est ce regard, ce deuxième regard, et je pense que c'est hyper important de s'entourer, d'avoir un éditeur ou une éditrice qui vous comprend, qui a la bonne intuition sur vos textes et qui sait faire les commentaires. Enfin, voilà, diriger l'ouvrage, comme on dit, parce que c'est la direction de l'ouvrage, donc orienter aussi un peu pour que le manuscrit ait vraiment son meilleur potentiel, enfin atteigne son meilleur potentiel. Et parfois, ça veut dire couper et dire adieu à une grosse partie du premier jet, voilà, mais du Mm. deuxième aussi, du troisième aussi, du quatrième aussi, mais voilà. C'est un travail d'artisan et je trouve qu'un bon éditeur, une bonne éditrice avec toi, c'est hyper important. Ah oui, ça, je suis tout à fait Voilà, d'accord. Ouais. pour- C'était le mot de la fin. Comme ça, on a couvert tout le processus. Donc ça, c'est vrai. Comme ça, on a couvert tout le processus. Et du coup, bah, le mot de la fin pour moi, c'est le petit instant réclame publicité. Hein, le moment où bah, potentiellement tu vas nous parler soit de ton dernier, soit de ton préféré, pour nous dire de le lire, quoi. Donc vas-y. Vas-y. Alors, bah non, je vais parler de mon dernier roman, donc c'est Symphonia qui est sorti jeudi dernier, jeudi 4 septembre 2025. Si, pour ceux qui écoutent cette émission dans les années à venir, nous sommes en 2025. Voilà, donc c'était mon roman Bélial, une petite brique de 400 pages sur Terre dans 3 siècles avec des applications de nanotechnologie. Et puis je pars en tournée dans plein de librairies de France, donc Wouh. n'hésitez pas à me suivre pour savoir où me trouver dans les prochains mois. Voilà. Cette liste-là, c'est sur ton site ou c'est sur le site de Lebelial ou où est-ce qu'on peut le trouver ça? Ouais, alors c'est sur le site du Bélial, plutôt dans leur forum. Ok. Sur le forum du Bélial, vous aurez toutes les dates. Et puis, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Moi, je vais continuer à le partager pas mal, mais sur Instagram beaucoup. Ok. Donc on peut te trouver sur Instagram aussi. Voilà. Parfait. Voilà, Eh ben très excellent. bien. Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à toutes les questions et de nous avoir voilà, raconté tout ça sur ton processus d'écriture et partager tes expériences. C'était vraiment très très sympa. Et Merci beaucoup hein, pour l'invite et cette ben discussion. voilà, c'était un plaisir. Merci beaucoup aussi aux gens du chat d'avoir été là, d'avoir posé des questions, d'avoir dit des bêtises aussi dans le chat parce que je vous vois. Et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Sachez que je continue à vous donner rendez-vous pour voilà, des moments d'écriture dans la semaine. Et surtout, dimanche prochain, donc dimanche 21 à 10h, pour une interview avec Nina Gorlier. Voilà, très gros bisous et à la semaine prochaine.